matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Seliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Le froid s'est installé, la neige devrait arriver demain. Laurent Cabrol vient de nous le confirmer. Lorsque la température baisse, les plus fragiles sont en danger. Reportage avec des bénévoles dès le début de ce journal. Emmanuel Macron au château de Versailles aujourd'hui avec 150 patrons français et étrangers. Objectif, après 2 mois de crise des Gilets jaunes, rassurer les investisseurs. Et puis le feuilleton du Brexit, le plan B de Theresa May. Elle doit le présenter aujourd'hui aux députés. Notre correspondante à Londres nous dira si elle a la moindre chance de le faire adopter. Europe 1. Le froid s'est installé avec des températures en dessous de zéro la nuit à Paris par exemple. Nous vous parlions la semaine dernière d'une bande de copains, la team Maraude, qui vient en aide aux sans-abri. C'était dans la chronique Vous êtes où ce matin à 7h10 tous les jours dans votre matinale. Eh bien, nous les avons suivis à nouveau hier soir dans le 13e arrondissement de la capitale. Reportage Jean-Gabriel Bourgeois. 0 degré ressenti au pied du métro Tolbiac, la team Maraude en pleine distribution. Là, c'est la soupe. Merci. C'est Papa Noël. Hein. Thierry, 55 ans, vit dehors depuis plusieurs années. Il est frigorifié. Je suis gelé. J'ai demandé un pull, un t-shirt, des chaussettes et un jean. Merci, très gentil. Mariana, Stéphanie, Eugénie et leurs copines, souvent des mères de famille, apportent bien plus que des couvertures et des sandwichs. Un moment d'échange avec les sans-abri comme Frédéric, bonnet sur la tête, qui grelotte sous un pont du métro aérien en face de Bercy. Nous, ça nous permet d'avoir un contact avec le citoyen. Tout à fait. On s'aperçoit que dans la vie de quelqu'un, un accident de parcours arrive. Exactement. Et que cet accident peut le mettre à terre. Exactement, on n'est pas à l'abri. Sabrina est à l'origine de la team Maraude. Nul n'est à l'abri d'être sans abri. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça peut être nous. Il faut leur donner de l'importance à ces personnes-là. Il faut pouvoir leur accorder du temps, leur apporter de quoi se nourrir, de quoi se réchauffer. Et dans son sac de couchage devant la gare d'Austerlitz, Benjamin se réchauffe avec un peu d'humanité et un gobelet de soupe de légumes. Reportage signé Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Ils sont 120 des patrons. 150, Moi j'ai dit 120 ce matin. Bon. Vous avez une autre info, 150. L'AFP dit 150. Bon, nous verrons, nous les compterons cet après-midi. Allez, des patrons en tous les cas français et étrangers, dont le patron d'Orange qui était là il y a quelques instants sur notre antenne. Ils sont au château de Versailles, invités par Emmanuel Macron. Oui, le président de la République veut, comme l'année dernière, promouvoir l'attractivité française auprès des investisseurs internationaux. Et c'est vrai qu'il faut les rassurer. Beaucoup ont été effrayés par les images de blocage et de violence en France depuis 2 mois. Maud Descamps. On a eu du mal à remplir la salle. Voilà ce que confie un ministre. Du côté de l'Élysée, on le reconnaît, le contexte n'a pas aidé. Et de fait, cette année, un quart des entreprises présentes sont françaises, alors que l'an dernier, elles étaient toutes de nationalité étrangère. En tout cas, Emmanuel Macron va délivrer un discours rassurant. La fiscalité pro-business sera bien maintenue, quelles que soient les conclusions du grand débat. Et puis le chef de l'État va s'appuyer sur des études récentes qui montrent que la France reste attractive malgré les gilets jaunes. Un constat que partage Marc Lermite, en charge des baromètres de l'attractivité chez EY. Les investisseurs étrangers s'interrogent sur les conséquences à court terme, certainement, mais ces conséquences à court terme, ils les voient beaucoup plus inquiétantes et graves de l'autre côté de la Manche. Entre les gilets jaunes et le Brexit, je pense que nos voisins britanniques ont une situation bien plus difficile à décoder, des conséquences sur les entreprises qui sont autrement plus importantes. D'ailleurs, l'exécutif entend bien dès aujourd'hui brandir une longue liste d'investissements étrangers en France. Maud Descamps pour Europe 1. Alexandre Benalla devant les sénateurs. Épisode 2, l'ancien chargé de mission sera une nouvelle fois auditionné par la commission des lois du Sénat aujourd'hui à 14h. Cette fois, il sera question de l'utilisation de passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée. Il y a 10 ans, éclatait en Guadeloupe un conflit très similaire à celui qui prospère en France depuis 2 mois. Oui, le 20 janvier 2009 commençait la grève générale à Pointe-à-Pitre, en cause le prix de l'essence et la vie chère en général, comme s'il avait eu lieu là-bas une répétition de ce que connaît la France entière avec le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Alors, une décennie plus tard, où en est la Guadeloupe? Mathieu Bock. Là aussi, tout commence par une augmentation du prix de l'essence. Puis c'est le coût élevé de la vie et notamment de la nourriture, 1/3 plus cher que dans l'Hexagone qui est au centre des revendications. Sur les différents points de l'accord de sortie de crise, seule la liste des produits de première nécessité à bas prix existe encore aujourd'hui. La hausse de 200 € pour les salaires les plus bas est à peine appliquée et les prix sont repartis à la hausse, ce qui fait dire à Élie Domota, le leader du LKP, que les Gilets jaunes doivent se méfier des promesses du gouvernement. Les Français ont raison de se battre. Les Français ont raison de ne pas croire à la fameuse conférence ou débat national proposé par Macron.
qui n'est que l'équivalent des États généraux qui avaient été proposés en Guadeloupe, qui n'est que l'équivalent des assises qu'il organise continuellement pour tuer les problèmes et enterrer les légitimes et justes revendications des personnes qui sont en souffrance. Et nous sommes bien placés en Guadeloupe pour le comprendre. Après cette crise, l'île a connu un pic de faillite d'entreprises avant que la situation ne se rétablisse plusieurs années après. Ces 44 jours de paralysie ont traumatisé les Guadeloupéens, ce qui explique probablement qu'il n'était qu'une poignée de gilets jaunes à se mobiliser. Mathieu Bock pour Europe 1. Vous pouvez à partir d'aujourd'hui déposer vos contributions au grand débat national sur le site internet dédié. Je vous en rappelle l'adresse, c'est granddébat.fr. Le journal avec David Doucan, le journal de 8h avec cette question. Theresa May va-t-elle réussir à convaincre avec son plan B ? Oui, parce que la première ministre britannique sera de nouveau dans l'arène du Parlement aujourd'hui. Il s'agit pour elle de présenter une version modifiée de l'accord du Brexit après le rejet massif du premier texte. Mais les parlementaires sont déjà en train de fourbir leurs armes pour la contrer, comme nous l'explique notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Une fois le plan B révélé, plusieurs groupes de députés se tiennent prêts à agir. Leur projet, déposer des amendements qui seront soumis au vote en même temps que le nouveau texte de Theresa May le 29 janvier. 2 de ces amendements inquiètent particulièrement le gouvernement. L'un serait destiné à empêcher une sortie sans accord le 29 mars. L'autre viserait carrément à retarder le Brexit en demandant à l'Union européenne une extension des négociations. Hier, Downing Street ne cherchait pas à cacher son inquiétude. À la télévision, le ministre du Commerce extérieur accusait ses députés de tenter de voler le résultat du référendum au peuple. Mais après l'échec des discussions menées avec les partis d'opposition ce week-end, les parlementaires de tous bords sont de plus en plus nombreux à douter de la capacité du gouvernement à trouver une issue pour sortir de l'impasse. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Au Proche-Orient, l'État d'Israël a annoncé avoir mené cette nuit des frappes aériennes sur des cibles iraniennes en Syrie après avoir intercepté une roquette tirée depuis le territoire syrien. L'Observatoire syrien des droits de l'homme vient d'affirmer que les frappes de l'État hébreu ont entraîné la mort de 11 combattants, dont 2 Syriens. Et décryptage dans un instant avec Vincent Hervouette. Venons-en maintenant au scandale de la viande de cheval vendue comme du bœuf. Tout cela se passe devant la justice aujourd'hui. 6 ans après, 4 hommes soupçonnés d'avoir participé à l'escroquerie, dont 2 dirigeants de l'entreprise Spanghero, sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris. En attendant, à quelque chose, malheur est bon en quelque sorte pour les associations de consommateurs. Le scandale aura permis d'apporter plus de transparence, même si pour Olivier Andro de l'UFC Que Choisir, on peut encore améliorer les contrôles. Ce scandale aura au moins permis de mettre en lumière l'extrême opacité sur l'étiquetage. Et là, pour le coup, il faut reconnaître que la France a arraché de haute lutte à la Commission européenne cette obligation, qui est spécifiquement française, d'indiquer le pays d'origine de la viande et du lait dans les produits transformés. En revanche, les sous-effectifs criants des services de contrôle, malheureusement, on n'a rien obtenu. Il n'y a eu aucune augmentation depuis cette crise. Olivier Andro de l'UFC Que Choisir avec Maud Descamps pour Europe. Et enfin, Nikos, les chefs retiennent leur souffle aujourd'hui. C'est le jour. 15h15. Cet après-midi sera dévoilé le guide Michelin édition 2019. Mais nos confrères du Point ont déjà obtenu quelques indiscrétions. Selon leurs informations, la Maison des Bois à Manigot, en Haute-Savoie, perd sa 3e étoile. Et 6 restaurants en tout perdent leur 2e étoile. Non, parce que le guide Michelin, vous avez raison de le dire, le guide fait vraiment la pluie et le beau temps dans la gastronomie française. Avec nous au téléphone, Laurent Magnin, le chef du restaurant L'Arcane à Paris. Bonjour. Oui, bonjour Nico Saligas. Alors David Doucan avait une question à vous poser. Oui, bonjour Laurent Magnin. Vous venez d'entendre là les indiscrétions dont on dispose. C'est un peu la bérésina. Vous avez eu votre première étoile l'an dernier. Est-ce que vous craignez de la perdre cette année ? Écoutez, non, on espère en tout cas ne pas la perdre. Après, on va jamais avoir la prétention de savoir tout à l'avance. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait tous nos services correctement au long de cette année. Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire normalement. Qu'est-ce qu'elle a changé cette étoile pour vous ? Cette première étoile? Écoutez, elle a tout changé. Déjà, c'est un rêve de gosse de l'avoir obtenu et après, ça nous a permis d'avoir, bien sûr, on a augmenté notre chiffre d'affaires, bien évidemment, mais c'est pas vraiment le plus important pour nous. Le plus important, c'est de pouvoir toujours continuer à travailler de plus beaux produits avec un peu plus de moyens qu'auparavant. Et puis le plus important pour moi, c'est que mes clients soient heureux et qu'ils repartent avec le sourire. Donc, alors, le guide Michelin fait peur aussi. Hein. Certains chefs renoncent à concourir. Pourquoi est-ce que vous continuez ?
Parce que je pense que c'est bien sûr c'est une pression, mais c'est une bonne pression parce qu'il faut pas voir le guide Michelin non plus comme un mauvais arbitre. Il est là pour aiguiller le client surtout. Et puis après nous on travaille pas pour le Michelin, on travaille pour les clients. Et bien sûr, on peut pas nier que ça nous valorise énormément, que ça nous fait connaître à l'international, parce que c'est que le guide rouge est très très suivi par tous les touristes étrangers. Donc moi je suis entièrement, je fais entièrement parmi de la famille Michelin. Laurent Magnin au téléphone avec nous, chef est déjà en cuisine au restaurant L'Arcane à Paris, quelques heures avant l'annonce de la sélection 2019 du guide Michelin. Merci d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de ce journal, mon cher Nikos, sur cette note un peu de stress pour les chefs étoilés. J'aurais bien voulu savoir le menu, tiens, on va le rappeler.